Il y a des noms qui résonnent comme des éclairs dans la nuit. Des noms qui ne s'oublient pas parce qu'ils incarnent non seulement un homme, mais toute une nation en lutte. Jean Moulin est de ceux-là. Quand la France pliait sous le joug nazi, quand le régime de Vichy collaborait et que la peur muselait les consciences, un homme choisit de se dresser. Seul, contre l'ombre. Son visage, aujourd'hui encore, reste le symbole de la résistance française. Mais derrière l'icône, il y a une histoire humaine, faite de conviction, de souffrance, de courage inouï. Une histoire qui commence bien avant la guerre, dans une France républicaine qui croyait encore en ses idéaux. Jean Moulin naît le 20 juin 1899 à Béziers, dans une famille profondément républicaine et laïque. Son père, professeur, militant radical socialiste, est un républicain convaincu. Dans la maison, on parle politique, on lit, on débat. Le jeune Jean grandit dans une atmosphère d'engagement et de culture. Très tôt, il développe un goût pour le dessin et la caricature. Il croque ses professeurs, ses amis, et bientôt, les figures politiques de l'époque. Ses traits acérés révèlent déjà une intelligence fine, un esprit observateur. À 18 ans, il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale, mais la fin du conflit le prive de combat. La guerre, il la voit de loin, mais elle marque sa génération. Dès son retour, il entreprend des études de droit, puis s'engage dans une carrière préfectorale. C'est un jeune homme ambitieux, brillant, qui gravit rapidement les échelons de l'administration. À seulement 37 ans, il devient préfet de Chartres, le plus jeune préfet de France. C'est un record. Nous sommes alors dans les années 1930. La France traverse des crises politiques, sociales, économiques. La montée des fascismes en Europe inquiète. Mais en France, la République tient encore. Jean Moulin, lui, reste fidèle à l'idéal républicain, profondément attaché à la démocratie et à la liberté. Ses caricatures, qu'il continue de dessiner sous le pseudonyme Romanin, révèlent un homme sensible, ironique, mais toujours lucide. Puis vient l'année 1940. La guerre éclate en Europe. La Wehrmacht déferle sur la France avec une rapidité foudroyante. Le pays s'effondre en quelques semaines. Les colonnes de chars allemands avance vers Paris. Le gouvernement fuit. La panique règne. Jean Moulin, préfet de Chartres, reste à son poste. Le 17 juin 1940, la Wehrmacht entre dans Chartres. Le préfet Moulin reçoit les officiers allemands, contraints de traiter avec l'occupant. Mais dès le premier jour, il est confronté à l'horreur. On lui ordonne de signer un document accusant à tort des tirailleurs sénégalais de crimes contre des civils. Moulin refuse. Il sait que signer, ce serait trahir l'honneur, accuser faussement des soldats noirs, victimes expiatoires d'un racisme abject. Le refus lui vaut des coups, on le bat, on le jette en prison. Dans sa cellule, humilié, ensanglanté, il comprend qu'il est en danger. On le menace, on exige sa signature. Alors, dans un geste désespéré, il tente de se suicider en s'ouvrant la gorge avec un tesson de verre. Il survit de justesse, mais gardera toute sa vie une cicatrice au cou qu'il dissimulera par une écharpe. Cette cicatrice deviendra son signe distinctif, le symbole silencieux de son refus de collaborer. Jean Moulin est déjà entré en résistance, seul, face à l'ennemi. Après la débâcle, la France est coupée en deux, zone occupée et zone dite libre sous l'autorité de Vichy. Pétain a choisi la collaboration. Beaucoup se résignent. Jean Moulin, lui, ne peut accepter. Il est révoqué de ses fonctions de préfet par le régime de Vichy, mais il n'abandonne pas. Peu à peu, il s'approche de réseaux clandestins. Il se rend à Paris, observe, écoute et prend conscience que la France doit s'unir pour combattre. En septembre 1941, il franchit la frontière espagnole clandestinement puis gagne Londres. Là, il rencontre le général Charles de Gaulle, chef de la France libre. Entre les deux hommes, l'entente est immédiate. De Gaulle comprend qu'il tient en Jean Moulin l'homme capable d'unifier une résistance encore morcelée, divisée par les rivalités politiques et idéologiques. Jean Moulin accepte la mission, conscient des risques. Il devient l'émissaire personnel de Gaulle en France occupée. Sous le nom de code Rex puis Max, il rentre en France en janvier 1942. Sa mission est claire, unir les principaux mouvements de résistance. Une tâche titanesque. À Lyon, capitale de la résistance, il rencontre Henri Frenay, combat, Emmanuel Dastier de la Vigerie, libération, Jean-Pierre Lévy, franc-tireur. Tous méfiants, tous jaloux de leur indépendance, tous réticents à se soumettre à l'autorité de Londres. Moulin use de diplomatie, d'intelligence, de charisme. Peu à peu, il convainc. Il explique que seule l'unité donnera du poids à la résistance, qu'il faut parler d'une seule voix. Son courage et sa ténacité finissent par payer. En mai 1943, il réussit l'impensable. Il fonde le Conseil national de la résistance, CNR, qui réunit sous son autorité tous les grands mouvements, mais aussi les partis politiques clandestins et les syndicats. C'est une victoire immense. Pour la première fois,
La résistance parle d'une voix unie. Le CNR adopte un programme qui ne se contente pas de préparer la libération, mais aussi l'avenir. Sécurité sociale, droit de vote pour les femmes, réforme sociale profonde. Jean Moulin ne prépare pas seulement la victoire militaire, il prépare la France de demain. Mais l'ombre s'épaissit. La Gestapo, dirigée à Lyon par Klaus Barbie, traque les résistants. Les filatures se multiplient, les infiltrations aussi. Le 21 juin 1943, Jean Moulin convoque une réunion secrète à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. Autour de la table, plusieurs chefs de réseau, mais la trahison a frappé. La Gestapo encercle la maison. Moulin et ses compagnons sont arrêtés. Commence alors le calvaire. Conduit au siège de la Gestapo rue Touvier à Lyon, puis à l'école de santé militaire, il est interrogé par Klaus Barbie en personne. On le torture sauvagement. On veut lui arracher des noms, des adresses, détruire l'unité de la résistance. Mais Jean Moulin ne parle pas. Pas un mot, pas une trahison. Ses compagnons témoigneront plus tard de son silence héroïque. Brisé, méconnaissable, il est finalement transféré en Allemagne. Dans le train qui l'emporte, épuisé, il meurt le 8 juillet 1943. Il n'a pas 44 ans. Son corps, jamais identifié avec certitude, disparaît dans la nuit nazie. Mais son sacrifice n'est pas vain. Le CNR survit. Les mouvements restent unis. De Gaulle consolide son autorité. Quand la France est libérée en 1944, le programme du CNR servira de base à la reconstruction, à la création de la sécurité sociale, à l'élargissement de la démocratie. Jean Moulin devient le symbole absolu de la résistance. En 1964, ses cendres présumées sont transférées au Panthéon lors d'une cérémonie restée dans l'histoire. André Malraux, alors ministre de la Culture, prononce un discours bouleversant. « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège », des mots gravés dans la mémoire collective. Aujourd'hui encore, son nom est enseigné à tous les écoliers de France. Ses traits fins, son chapeau, son écharpe dissimulant la cicatrice, incarnent l'image même du résistant. Mais derrière l'icône, souvenons-nous de l'homme, un préfet qui refusa de trahir, un patriote qui sut convaincre les autres de s'unir, un héros qui endura la torture sans livrer un secret. Jean Moulin n'a pas seulement résisté, il a donné un visage à la résistance, le visage d'un homme qui, au milieu des ténèbres, choisit la lumière. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi dès maintenant à Les coulisses de l'histoire. Laisse un like pour soutenir et commente. Liberté, pour montrer que toi aussi, tu refuses l'oubli. Ensemble, faisons vivre la mémoire de ceux qui se sont battus pour nous.